Aujourd'hui, impossible de vivre sans elles. Elles, ce sont les puces électroniques. Et vous allez comprendre pourquoi la bataille pour leur contrôle est un exploit technologique autant qu'un enjeu géopolitique. Aujourd'hui, quand l'électronique secoue ses puces, on en parle sur France 24 avec Guillaume Gralet. Bonjour. Bonjour Florent. Le présentateur de Tech 24 ici. Alors, on ne s'en rend pas forcément compte, mais les puces électroniques, elles occupent notre quotidien. Oui, c'est-à-dire qu'en ce moment, on est beaucoup occupé par la sortie de jeux vidéo, de Mario qui revient, de Spider-Man sur la PlayStation 5, ou encore, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Tout ça, ça ne fonctionnerait pas s'il n'y avait pas ces fameuses puces électroniques, dont l'existence, on va en parler tout à l'heure, remonte à il y a un peu plus d'une cinquantaine d'années, avec des applications très importantes, très grand public. On le voit également dans des courses de voile. La Sail GP, c'est une course que j'adore parce qu'elle va aussi bien en Nouvelle-Zélande, en Australie, en France, aux États-Unis. En réalité, ce dont je me suis rendu compte, c'est que chaque catamaran, il est équipé de 150 capteurs. Et lors d'une course, il y a pas moins de 10 000 data points. On appelle ça, ce sont des données qui sont enregistrées, qui sont transmises par satellite, qui sont ensuite partagées en direct avec les spectateurs et également les commentateurs. Donc, on voit bien à quel point c'est très important. On voit bien également que c'est stratégique. La Chine, qui vise à devenir la première puissance du monde en 2021, elle a importé davantage l'équivalent de 304 milliards de dollars de semi-conducteurs que ce qu'elle a importé de pétrole. En pétrole, c'est Berthier Luit, un entrepreneur français qui a créé Adesio, une plateforme de mise en échange de semi-conducteurs qui chiffre tout ça. Et on voit bien que c'est extrêmement clé dans le monde que l'on nous prépare. Et notre dépendance aux puces, elle a entraîné un nouveau partage de la valeur, et ce, au niveau mondial, Guillaume. Oui, et quel chemin parcouru, j'ai envie de dire, depuis 1971. 1971, c'est la sortie de ce qu'on appelle le premier microprocesseur. C'était l'Intel 4004. Il faut rendre hommage à un physicien italien, Federico Fagin, qui s'est allié avec Marcian Hoff. Marcian Hoff, il a rejoint ensuite la société Intel, qui a été co-créée par Gordon Moore, qui a lancé cette fameuse loi de Moore, qui, grosso modo, tous les 18 mois, la capacité de calcul d'un semi-conducteur, d'un microprocesseur double tous les 18 mois. Et surtout, ils avaient mis au point ce fameux circuit intégré. Sur 10 000 m², il faisait 92 600 opérations par seconde. C'était autant que l'ENIAC. C'était 167 m² à l'époque, en 1945. On voyait déjà cette course de vitesse. Alors effectivement, on a un nouveau partage du monde, une nouvelle vision du monde qui s'est, au fur et à mesure des 50 ans, qui s'est petit à petit dessiné. On le voit un petit peu dans la carte, avec à la fois des pays qui vont se spécialiser dans la conception. C'est surtout le cas de la Silicon Valley, qui va s'intéresser notamment au design des puces avec des entreprises comme Qualcomm ou Nvidia. Il y a également des entreprises comme iSilicon, la filiale de Huawei dont on a beaucoup parlé. Il y a également des pays, des entreprises davantage spécialisées cette fois-ci dans la fabrication. C'est notamment le cas de TSMC. TSMC, on en parle énormément parce que c'est extrêmement stratégique. C'est basé à Taïwan. On sait que la Chine est extrêmement jalouse de cette entreprise, du succès de cette entreprise. Et TSMC, sous la pression américaine, a construit une usine aux États-Unis. Et puis on a également les entreprises d'assemblage, avec des entreprises comme Tongfu Microelectronics en Chine. On a également des acteurs qui font ces trois métiers, comme Samsung ou SK Hynix. On a également certains acteurs européens, peut-être encore un peu trop timides, comme ST Microelectronics. Alors, beaucoup d'implications géopolitiques. Est-ce qu'on se rapproche néanmoins d'une guerre froide technologique, on peut le dire ? Oui, c'est exactement ça. On est en plein dedans, parce que celui qui maîtrise les puces maîtrise un tout petit peu le monde. Je m'en suis rendu compte en réalité en regardant le succès ou les avancées technologiques des derniers véhicules électriques chinois qui, franchement, ringardisent tout simplement Tesla. On le voit chez des fabricants comme Geely, comme BYD, dont on voit certaines images. Ringardiser Tesla, vous l'avez dit. Oui, exactement. Elon Musk, qui nous donne un peu souvent des leçons de modernité, devrait... Faites attention, il regarde. Il nous regarde. Il devrait faire un petit peu attention à ce qui se passe du côté de la Chine. Et il y a un auteur, un historien qui est extrêmement brillant, qui s'appelle Chris Miller, qui a écrit un livre qui s'appelle Chip War, qui explique véritablement ce que vous disiez, Florence, c'est-à-dire une guerre froide technologique extrêmement importante où tous les coups sont permis. On va notamment, les Américains vont utiliser beaucoup d'embargos. On a vu ça en 2020
1922, lorsque Washington a demandé à ses industriels de restreindre des exportations vers la Chine, des semi-conducteurs haut de gamme, ceux qui sont extrêmement utiles pour l'intelligence artificielle. Ça n'a pas d'ailleurs fait trop plaisir aux industriels américains comme Nvidia ou encore Qualcomm. Washington veut encore aller plus loin. C'était le cas début octobre, il l'a expliqué. Et on sait que la Chine pourra, elle, se venger, entre guillemets, en restreignant les exportations de ces terres rares. La guerre des puces, on le voit donc derrière vous. Et au cœur de cette bataille technologique, géopolitique, on l'a bien compris, il y a une pépite européenne qui est ciblée par les espions, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et on n'a peut-être pas forcément toujours conscience. Elle s'appelle ASML. Elle est basée en plein dans la campagne hollandaise. Et elle est spécialiste, en fait, cette entreprise, de la photolithographie. C'est-à-dire que c'est une manière de fabriquer des semi-conducteurs en utilisant un rayonnement ultraviolet, en s'appuyant sur des machines de 180 tonnes qui coûtent l'équivalent de 100 millions d'euros, qui nécessitent 18 mois d'assemblage. Il a fallu une vingtaine d'années de recherche pour arriver à ces machines. Et effectivement, en février, cette entreprise a expliqué qu'elle avait été la victime d'un espionnage qu'elle attribue à des Chinois, ce qui a fait peur et ce qui a contraint Washington à dire surtout travailler de moins en moins avec les Chinois. Un dernier mot, très court, Guillaume, s'il vous plaît, sur la France. Est-ce qu'elle a des atouts à faire valoir ? Oui, il y a des recherches très intéressantes que l'on doit notamment à des pépites du CNRS avec une entreprise comme Encoding. Encoding, c'est un petit peu poétique. Elle veut utiliser la transmission d'informations grâce à l'optoélectronique. On s'intéresse à la lumière. Il y a le Chip Act qui veut renforcer nos champions. Et puis, on voit aussi, alors là, c'est le côté américain, à la Tufts University, l'utiliser certaines protéines de soie là, pour construire les puces du futur. Bref, on pourra peut-être avoir un peu des puces économes en énergie, ce qui est quand même assez important. Et vous reviendrez sur ce plateau pour nous en parler. Merci beaucoup, Guillaume, pour votre éclairage.